L'appel est arrivé un mardi après-midi, assez silencieusement pour que je le manque presque. J'étais à la maison en train de trier des papiers que j'avais repoussés depuis des semaines, le genre de tâche routinière qui remplit les heures sans trop vous en demander. Quand j'ai vu le numéro, je n'ai pas répondu tout de suite. J'ai juste fixé l'écran, le laissant sonner une fois, 2 fois, 3 fois. Cela faisait 8 ans que personne de cette maison n'avait essayé de me joindre. 8 ans depuis que la dernière conversation s'était terminée sans un au revoir. Je ne me suis pas demandé pourquoi maintenant. J'ai appris il y a longtemps que lorsque la famille refait surface après un tel silence, c'est rarement parce qu'elle vous manque. Il y a généralement un prix à payer. Le message était bref. Dîner ce soir, 18h30. Pas d'excuses, pas d'explications, juste une adresse que je connaissais déjà par cœur. J'avais la quarantaine maintenant, installée dans une vie qui fonctionnait parce qu'elle ne dépendait pas d'eux. Un travail stable, un petit chez moi, des routines auxquelles je faisais confiance. La distance avait fait ce que les disputes n'avaient jamais pu faire. Elle m'avait donné de l'espace pour respirer. Pourtant, quelque chose dans ce message m'a attiré. Pas de l'espoir exactement, mais de la curiosité mêlée de prudence. Je me suis dit que j'irais, non pas pour me réconcilier, mais pour voir ce qu'il voulait. J'ai quitté la maison alors que la lumière commençait à faiblir, le ciel virant déjà à ce gris plat de la fin de l'automne. Le trajet m'a semblé plus long qu'il ne l'était. Chaque kilomètre ramenait des bribes de souvenirs que je n'avais pas invités. Je les ai repoussés au fur et à mesure qu'ils apparaissaient. La nostalgie a une façon de lisser les parties qui comptent le plus, et je n'étais pas d'humeur à me laisser berner. Leur rue avait exactement le même aspect. Des pelouses bien entretenues, des boîtes aux lettres identiques, des lumières de Porsche programmées pour s'allumer au crépuscule. La maison était là comme si elle avait été préservée, presque mise en scène, comme si rien de difficile ne s'était jamais passé à l'intérieur. C'était toujours une partie du problème. De l'extérieur, tout avait l'air bien. Je me suis garé de l'autre côté de la rue et je suis resté un moment, le moteur en marche. J'aurais pu aller directement à la porte. C'était la chose polie à faire. Au lieu de cela, j'ai pris mon temps. J'ai vérifié les rétroviseurs. J'ai regardé les fenêtres. Il y avait du mouvement à l'intérieur, mais pas le genre qu'on attend avant un repas de famille tranquille. Ça avait l'air affairé, organisé. Je suis sorti de la voiture et j'ai fermé la porte doucement, plus par habitude que par peur. L'air était vif, portant l'odeur des feuilles humides et du trottoir froid. En atteignant le portail, j'ai entendu des pas derrière moi. Je me suis retourné, m'attendant à l'un de mes parents. Au lieu de cela, c'était elle. Elle travaillait pour eux depuis plus longtemps que je ne m'en souvenais. Elle nous apportait de la limonade en été, nous rappelait de nous essuyer les pieds en hiver. Elle avait l'air plus âgée maintenant, plus mince en quelque sorte, les épaules contractées comme si elle portait quelque chose de lourd. Elle n'a pas souri en me voyant. Elle ne m'a pas salué du tout. Elle a jeté un coup d'œil de haut en bas de la rue avant de parler, ses yeux se déplaçant rapidement comme si elle avait peur d'être vue. « N'entrez pas là-dedans », a-t-elle dit à peine plus fort que le vent. « Partez maintenant. » Il n'y avait pas de drame dans sa voix, pas d'exagération, juste de l'urgence, pure et brute. Je ne lui ai pas demandé pourquoi. Je n'en avais pas besoin. Une peur comme celle-là ne vient pas de nulle part. Elle a immédiatement reculé, comme si elle en avait déjà trop dit, et s'est dépêchée vers le côté de la maison sans me regarder à nouveau. Je suis resté là, ma main posée sur le portail, le poids de ses mots s'installant. Chaque instinct me disait de frapper quand même, de faire semblant de ne pas l'avoir entendu. C'est comme ça que j'avais survécu la plupart de ma vie avec eux. Soyez agréables. Ne faites pas de problème. Cette fois, j'ai reculé à la place. Je me suis déplacé lentement, nonchalamment, jusqu'à être hors de vue de la porte d'entrée. Il y avait un grand chêne de l'autre côté de la rue, ses branches nues, son tronc assez large pour me protéger. De là, je pouvais voir la maison clairement sans être évident. Je me suis dit que j'étais juste prudent. La vérité était que je voulais savoir dans quoi je m'engageais avant de franchir ce seuil. Le temps s'est étiré d'une manière qu'il ne le fait que lorsqu'on attend quelque chose qu'on ne peut pas contrôler. J'ai remarqué les petites choses. Une lumière s'est allumée dans la salle à manger. Des ombres sont passées derrière les rideaux. Une voiture a tourné au ralenti brièvement dans l'allée, puis s'est éteinte. Des rires ont flotté par une fenêtre ouverte, un peu trop fort, un peu trop travaillé. J'ai regardé ma montre une fois, puis à nouveau.
9 minutes peuvent sembler rien ou tout selon ce que vous attendez. Je ne comprenais pas pleinement l'avertissement qu'on m'avait donné, mais j'y faisais plus confiance qu'à l'invitation qui m'avait amené là. J'ai regardé ma montre alors que la 9e minute passait, et c'est à ce moment-là que la porte d'entrée s'est enfin ouverte. La porte s'est ouverte. Je suis resté exactement où j'étais, à moitié caché derrière le tronc du chêne, la faible lumière du lampadaire brisant le trottoir en plaques inégales de jaune et de gris. De là, je pouvais voir clairement les marches du perron, mais quiconque à l'intérieur aurait dû me chercher pour me remarquer. Je n'étais pas figé par la peur. Je choisissais de ne pas me faire connaître. La porte s'est ouverte en grand et une lumière chaude s'est déversée sur le porche. Des voix ont suivi. Pas le genre de voix silencieuse qu'on entend avant un repas de famille, mais les sons vifs et superposés de la coordination. Quelqu'un a appelé pour qu'on prenne les manteaux. Quelqu'un d'autre a demandé si le vin était déjà arrivé. Cela seulement n'a dit plus que n'importe quelle excuse n'aurait jamais pu le faire. Mon père est apparu en premier, sa veste déjà sur lui, vérifiant sa montre comme un homme attendant une arrivée, pas un hôte d'une réunion. Ma mère a suivi, lissant le devant de sa blouse, son visage composé de cette manière familière qui signifiait que tout était sous contrôle, ou du moins censé le paraître. Puis d'autres sont passés devant eux, des gens que je ne reconnaissais pas. Des hommes en manteau sur mesure. Une femme avec un dossier sous le bras. Un autre couple riant trop fort. Le genre de rire destiné à remplir l'espace, pas à partager la joie. Un par un, ils sont entrés, accueillis avec une chaleur étudiée. Ce n'était pas un dîner de famille. C'était un événement. Une camionnette de traiteur s'est arrêtée brièvement, les feux de détresse clignotant, et un homme a déchargé des plateaux en métal avant de disparaître sur le côté de la maison. J'ai senti la faible odeur de viande rôtie et de pain, portée par l'air froid. Cela semblait délibéré, planifié. Rien dans cette nuit n'avait été improvisé. J'ai légèrement déplacé mon poids, en faisant attention de ne pas faire de bruit, et je me suis rapproché de la haie bordant la propriété. À travers la grande fenêtre de devant, je pouvais voir dans la salle à manger. La table était entièrement dressée. Nappe en lin, couvert poli, carton de placement imprimé bien aligné à chaque place. Je les ai parcourus lentement du regard. Le nom de ma mère, celui de mon père, de mes frères aînés, écrit avec la pente assurée qu'ils préféraient toujours. Quelques noms que je ne connaissais pas, probablement des collègues ou des partenaires d'une sorte ou d'une autre. J'ai compté à nouveau juste pour être sûr. Il n'y avait pas de siège qui avait du sens pour moi. Pas un seul coincé maladroitement au bout. Pas un seul ajouté après coup. Rien. L'absence n'était pas accidentelle. Elle était précise. C'est à ce moment-là que le dernier fil d'incertitude s'est rompu. Quelle que soit la nature de cette invitation, elle n'avait jamais eu pour but de me souhaiter la bienvenue. On ne s'attendait pas à ce que je m'assoie. On ne s'attendait pas du tout à ce que je fasse partie de la soirée. J'ai senti quelque chose changer en moi, mais ce n'était pas de la colère. C'était de la distance. Le genre qui vient quand on arrête enfin de mal interpréter une situation et qu'on la voit pour ce qu'elle est. Une fenêtre près de la cuisine était entr'ouverte juste assez pour laisser s'échapper la vapeur. Je pouvais entendre des bribes de conversation, portées par le même air qui engourdissait mes mains. Il comprendra une fois que tout lui sera expliqué correctement. On a juste besoin qu'il soit là, c'est tout. C'est plus propre s'il l'entend ce soir. Les voix n'étaient pas élevées. Elles n'en avaient pas besoin. Le calme était ce qui rendait la chose pire. Les gens parlent comme ça quand ils croient que l'issue est déjà décidée. Je n'ai pas saisi qui a dit quoi. Cela n'avait pas d'importance. Le message était assez clair. Ma présence n'était pas la bienvenue. Elle était requise. J'ai pensé à m'avancer alors, à frapper à la porte, à les forcer à me reconnaître. L'image est passée rapidement. La confrontation leur aurait donné le contrôle du timing, du récit. Cela n'avait jamais joué en ma faveur auparavant. Alors je suis resté où j'étais. J'ai resserré mon manteau, plus par instinct que par froid, et je me suis concentré sur ce qui se passait au lieu de ce que je ressentais. Partir maintenant m'aurait épargné le reste. Rester signifiait voir toute la forme de ce qu'il faisait. J'ai choisi de rester. Le rire à l'intérieur est devenu plus fort à mesure que d'autres invités arrivaient. Les verres ont tinté. Quelqu'un a fait une blague sur la circulation. Des sons normaux superposés à quelque chose de profondément faux. J'ai regardé la maison se remplir, j'ai regardé la soirée prendre forme sans moi.
C'est là que j'ai compris quelque chose de pire que le rejet. Je n'étais pas oublié. J'étais inclus d'une manière différente. Je faisais partie d'un plan. Je suis resté où j'étais, laissant la haie presser légèrement contre mon manteau, le froid s'infiltrant à travers le tissu. La maison s'était maintenant installée dans son rythme. Les voix se mélangeaient. Les verres tintaient. Une porte s'est fermée quelque part à l'intérieur. Ce bruit constant a fait quelque chose d'inattendu. Il a ramené mes pensées en arrière, non pas en trombe, mais lentement, comme le fait toujours le silence. Je n'ai pas vu ma vie se rejouer en scène. Elle est revenue par fragments, petits moments, décisions prises sans me demander mon avis. Je me suis souvenu qu'on m'avait dit que les plans avaient changé après que j'ai déjà pris congé du travail, que j'avais entendu parler d'une réunion de famille par les photos de quelqu'un d'autre. Qu'on m'avait remercié de comprendre alors que personne n'avait rien expliqué. Chaque souvenir a refait surface brièvement, vif et contenu, puis s'est évanoui. Pas de cris, pas de larmes, juste le même schéma qui se répète. 8 ans ne s'étaient pas produits par accident. Debout là, je pouvais enfin me l'admettre. Être le plus jeune avait toujours signifié être facultatif. Si je venais, bien. Si je ne venais pas, c'était bien aussi. C'était présenté comme de la liberté, mais ça fonctionnait plus comme une permission de m'ignorer. J'ai appris très tôt à ne pas protester, non pas parce que j'étais d'accord, mais parce que discuter ne changeait jamais le résultat. Ça ne faisait que rendre les choses plus difficiles. Pendant longtemps, je me suis dit que c'était de la maturité, qu'être raisonnable signifiait absorber la déception sans commentaire. J'étais fier de rester calme, de ne pas envenimer des situations déjà inconfortables. En y repensant maintenant, je pouvais voir le coût de ce choix plus clairement que jamais. Mon silence leur avait appris quelque chose sur moi. Il leur avait appris que je m'adapterais, que j'accepterais n'importe quelle version des événements qu'ils offriraient, que je me présenterais quand on m'appellerait et que je me retirerais quand ce serait nécessaire. Ils n'avaient pas besoin de pousser plus fort parce que j'avais déjà appris à me mettre moi-même à l'écart. Je n'étais pas en colère en y pensant, pas de la manière dont les gens s'attendent. C'était plus comme faire l'inventaire, reconnaître une erreur sans la dramatiser. J'avais cru que l'endurance était de la force. Ce que c'était vraiment, c'était de la prévisibilité. De l'extérieur, mon absence avait été expliquée de manière simple. J'étais occupé. J'étais difficile à joindre. J'aimais faire mes propres choses. C'étaient les phrases qui flottaient, transmises aux voisins, aux parents, à quiconque demandait. Personne n'a jamais dit que j'avais été mis à l'écart. Personne n'a mentionné les décisions silencieuses qui se sont accumulées au fil du temps. Cela mettait tout le monde à l'aise, y compris moi, pendant un certain temps. Un autre éclat de rire a flotté par la fenêtre ouverte, plus fort qu'avant, un peu forcé. J'ai changé de position, soulageant la pression sur ma jambe, et j'ai reporté mon attention sur le présent. Les souvenirs avaient fait leur travail. Ils avaient donné forme à ce qui se passait maintenant. Ce soir ne consistait pas à rouvrir de vieilles blessures. Il s'agissait de levier. Quoi qu'il prévoyait, cela nécessitait ma présence, ou du moins ma coopération. L'invitation, le timing, la mise en scène soignée à l'intérieur de la maison. Rien de tout cela ne pointait vers la réconciliation. Cela pointait vers l'utilité. J'étais de nouveau utile, et c'est pourquoi j'étais là. Cette prise de conscience a tout aiguisé. J'ai arrêté de rejouer le passé et j'ai commencé à observer avec un but, qui se déplaçait où, qui parlait et qui écoutait. La façon dont mon père se penchait lorsque certains n'ont été mentionnés. La façon dont ma mère jetait constamment des coups d'œil vers la porte comme si elle vérifiait quelque chose d'inachevé. J'ai remarqué des détails que j'aurais pu manquer auparavant. À quel point la conversation semblait répétée. À quelle fréquence mon frère hochait la tête sans rien ajouter. Ce n'était pas juste une réunion. C'était coordonné. Le bruit à l'intérieur montait et descendait, confortable et contenu. Pendant que je me tenais juste à sa lisière. Je ne me pressais plus. Je ne pesais plus le pour et le contre de partir. J'attendais. Il pensait que le temps m'avait adouci, avait usé le peu de mordant que j'avais autrefois. Debout là, dans le noir, j'ai compris à quel point c'était faux. Tout ce que ça avait vraiment fait, c'était m'apprendre à attendre. Il pensait que le temps m'avait adouci, mais tout ce qu'il avait vraiment fait, c'était m'apprendre à attendre. Et j'attendais toujours. De ma place près de la haie, sous le faible halo orange du lampadaire, j'ai vu la porte d'entrée rester ouverte juste assez longtemps pour laisser entrer 3 autres invités,
dont aucun ne m'était familier. Ils n'ont pas frappé. Ils n'ont pas été accueillis par des accolades ou des sourires. Pas de bienvenue chaleureuse, pas de « tu nous as manqué ». Juste des hochements de tête, de brèves poignées de main, des présentations laconiques qui ne dégageaient aucune chaleur réelle. J'ai légèrement déplacé mon poids, en faisant attention de ne pas faire craquer de brindilles sous mes chaussures. La lumière de la salle à manger se déversait sur le parquet poli comme une scène de théâtre, et tout le monde à l'intérieur jouait son rôle. La table comptait maintenant près d'une douzaine de personnes. Des costumes, des blazers, des robes qui ne disaient pas dîner de famille. Ils disaient affaires. L'air était trop contrôlé, les voix trop prudentes. Pas d'enfants qui courent partout, pas de blagues d'initiés. C'était le genre de silence qui signifiait que les mauvais mots coûteraient quelque chose à quelqu'un. Une femme à la posture parfaite a pris place à côté de mon père. Elle a posé un épais dossier sur la table comme s'il y appartenait. Il n'a pas bronché. Ce dossier ne venait pas d'un sac à main ou d'une mallette. Il avait été apporté dans un but précis. Rien de tout cela n'avait à voir avec la famille. J'ai de nouveau balayé la pièce du regard. Mon frère était là. Bien sûr qu'il était là. Sa cravate était un peu trop serrée, son sourire épinglé en place. Sa femme Karen était assise à côté de lui, avec cette manière familière de prétendre qu'elle était aux commandes. Ma mère avait sa voix d'entreprise, celle qui rendait tout agréable même quand ce n'était pas le cas. Qu'est-ce que je regardais? Ce n'était pas une réconciliation. Ce n'était même pas de la nostalgie. C'était de la stratégie. La façon dont les gens jetaient un coup d'œil vers la porte me disait tout. Ils attendaient toujours quelqu'un de précis. Et je savais maintenant que ce quelqu'un, c'était moi. Mais pas parce qu'il me manquait. Non, j'étais la dernière pièce sur l'échiquier. Ils avaient besoin de moi là. Pas pour parler, pas pour contribuer, juste pour m'asseoir, pour être vu. Ma présence dirait quelque chose qu'ils ne pouvaient pas dire. Que la famille était intacte, fonctionnelle, entière. Que tout ce qu'ils étaient sur le point de faire avait le soutien de tout le monde. Ils voulaient mon visage comme signature, rien de plus. Il y a quelques mois, le nom de mon père était apparu dans un journal d'affaires. Une petite transaction immobilière qui avait mal tourné. Il y avait eu des rumeurs sur quelque chose qui avait été étouffé. À l'époque, je m'en fichais. Nous n'étions pas en contact. Mais maintenant, je me demandais si cette transaction avait laissé des fissures, si le dîner de ce soir visait à les colmater avant que quelqu'un d'autre ne s'en aperçoive. Un homme au fond de la table, la cinquantaine, montre chère, pas un des nôtres, tenait maintenant le crachoir. Il parlait pendant que les autres écoutaient. Pas de bavardage, pas de toast. Je ne pouvais pas entendre les mots, mais le ton en disait assez. Ce n'était pas une célébration. Et pourtant, une chaise restait vide. Celle au centre du long côté de la table, directement face à la porte. Je l'ai regardée longtemps. C'était ma place. Il l'avait préparée avec intention. Serviette blanche pliée juste comme il faut, un verre d'eau intact. Pas parce qu'ils voulaient que je me sente le bienvenu. Parce qu'ils avaient besoin de l'illusion que je faisais partie de cela. Ça m'a frappé alors, plus fort que je ne l'attendais. Ils ne s'attendaient jamais à ce que je parle. Ils s'attendaient juste à ce que je me présente et que j'acquiesce. Je n'étais pas là pour approuver quoi que ce soit. J'étais là pour donner l'impression que je l'avais fait. Toutes ces années de silence n'étaient pas une rupture. C'étaient des préparatifs. Mon absence m'avait rendu neutre, presque propre. Pas de drame, pas de scandale, pas de lien récent. Le mouton noir devient utile lorsque le reste du troupeau est taché. J'ai expiré lentement. Pas de colère, pas le genre bruyant en tout cas. Juste une spirale serrée de quelque chose de plus profond. De la colère morale, le genre qui ne s'éteint pas. Il n'y avait aucune chance que j'entre dans cette pièce et que je joue le jeu. Si je franchissais cette porte maintenant, je me retrouverais enfermé dans leur version des choses. Ils souriraient, hocheraient la tête, et plus tard, lorsque les papiers seraient signés ou les mensonges confirmés, ils diraient, eh bien, il était là. Et tout le monde le croirait. Parce que se présenter est aussi une sorte de signature. Alors je suis resté sur place, j'ai laissé le vent me couper la mâchoire, j'ai laissé la nuit s'installer un peu plus lourdement sur mes épaules. Quelque part derrière moi, une voiture est passée lentement, mais je ne me suis pas retourné. Mes yeux étaient fixés sur la table.
sur la façon dont mon nom avait déjà été intégré à l'histoire sans mon consentement. Et c'est là que j'ai réalisé que si j'entrais maintenant, je jouerais selon leurs règles. Alors, je ne l'ai pas fait. Au lieu de cela, je suis resté immobile. Une main posée légèrement sur le capot de ma voiture, l'autre profondément dans la poche de mon manteau. La nuit était maintenant complètement installée. Plus de lueur dans le ciel, juste le bourdonnement creux d'un lampadaire lointain et le murmure étouffé des voix provenant des fenêtres de la salle à manger. Ma respiration sortait en lents nuages, visible maintenant dans le froid. Mes jambes avaient commencé à me faire mal à force d'être resté debout si longtemps. Cette brûlure sourde et rampante dans les mollets qui dit que vous êtes resté immobile trop longtemps, mais aussi il ne bougeait pas encore. Et honnêtement, j'étais fatigué. Pas seulement physiquement. Ce genre de fatigue est plus profond, comme si vos os étaient trop conscients du temps qui passe. Je n'avais pas peur. J'étais juste épuisé. Épuisé par les vieux schémas, les conversations enterrées, le poids de trop de pièces comme celle-là. Trop de tables où je n'étais pas censé parler. Une partie de moi, peut-être la partie qui voulait encore la paix, m'a dit de partir. Juste de monter dans la voiture, de tourner la clé, de laisser le moteur chauffer, de m'éloigner de cette vieille maison et de la performance qu'ils avaient répétée à l'intérieur. Pas de cris, pas de porte qui claque, pas de bain de sang émotionnel. Juste l'absence. Une sortie propre. Il y avait de l'attrait dans cette dignité, cette simplicité. J'ai pensé à ce que ça donnerait si je le racontais à quelqu'un plus tard. Je suis venu, j'ai vu la vérité, et je suis parti sans un mot. Il dirait que je l'ai géré avec maturité. Il hocherait la tête, impressionné par la retenue. Et je pouvais presque me voir le faire, me glissant sur le siège du conducteur, les phares coupant la rue silencieuse, laissant le rétroviseur emporter cette maison dans le passé à nouveau. Mais la vérité, ce genre de fuite n'a l'air propre que de l'extérieur. Parce qu'à l'intérieur, vous saignez toujours. Vous le faites juste en privé. Je me suis adossé à la voiture, fermant les yeux. Le froid du métal a traversé mon manteau. J'avais déjà joué à ce jeu partir. Ne pas faire de vagues. Garder la tête basse. Et à chaque fois, ils ont réécrit l'histoire sans moi. Ils ont lissé les plis, ont fait de mon absence une question de mon indépendance, de mon entêtement, ou simplement de « c'est comme ça qu'il est ». Pas une seule fois quelqu'un n'a dit à voix haute, peut-être qu'on l'a poussé dehors. Ce silence, ils le portaient comme une armure. Et je les ai aidés à la construire. C'est ce qui m'a le plus frappé. Pas leur planification, pas la prétention, mais la réalisation que mon silence avait rendu tout cela possible. J'ai ouvert les yeux et j'ai de nouveau regardé vers la maison. Un mouvement près du bord de la salle à manger. Quelqu'un était entré dans le couloir. Pas mon frère, pas mon père. Une femme que je ne reconnaissais pas. Fin de la trentaine, peut-être début de la quarantaine. Veste sombre, dossier à la main. Ce n'était pas une invitée. Elle travaillait. Je connaissais cette posture. Efficace, alerte. Pas une partie de la scène, mais essentielle. Elle a traversé le couloir rapidement, a jeté un coup d'œil à un téléphone dans sa main, puis a disparu au coin. C'était une si petite chose. Un visage que je ne connaissais pas. Un dossier que je n'avais jamais vu auparavant. Mais quelque chose dans sa façon de bouger m'a dit que ce dîner n'était pas l'acte final. C'était une mise en place. Ce dossier n'était pas décoratif. C'était le genre que les gens se passent à travers les tables de conférence quand ils ont besoin de quelque chose de signé. J'ai plissé les yeux, observant plus attentivement maintenant. Du côté éloigné de la fenêtre, j'ai aperçu mon père debout, disant quelque chose qui a fait se pencher deux personnes. Mon frère a hoché la tête. Ma mère a fait un de ces sourires lents et délibérés, le genre qui signifiait toujours « ça se passe exactement comme nous en avons besoin ». Puis je l'ai entendu, faible, mais clair. Il va venir. Il finit toujours par venir. La voix appartenait à Karen. Son ton n'était pas plein d'espoir. Il était dédaigneux, certain. Et pendant une seconde, j'ai ressenti cette vieille attirance dans ma poitrine, l'envie de défoncer la porte, d'entrer, de faire un scandale. Mais je n'ai pas bougé. Parce que maintenant je savais autre chose. Il ne comptait pas seulement sur ma présence. Il comptait sur mon départ à nouveau, discrètement, commodément, sans poser de questions. Le plan ne fonctionnait que si je restais prévisible. J'ai fixé la porte d'entrée.
Mon reflet me fixait depuis la vitre sombre de la voiture à côté de moi. J'aurais pu partir alors, mais quelque chose me disait qu'ils avaient encore besoin de moi. J'ai juste légèrement déplacé mon poids, m'adossant à la portière côté conducteur. L'air s'était suffisamment refroidi pour que ma respiration y soit maintenant visible. Vive, visible, réelle. Une lumière de Porsche a clignoté 2 fois. Pas au hasard, pas une minuterie. Un signal. De la même manière que mon père allumait la lumière du Porsche pour nous appeler du jardin quand nous étions enfants, sans jamais avoir besoin de crier. Nous comprenions. Un clignotement, le dîner. 2 clignotements, maintenant. Ce soir, c'était 2. Il ne sortait pas. Il s'attendait à ce que j'entre. Il n'y a pas eu de texto, pas de voix appelant doucement de la porte, juste la lumière du Porsche et le même message tacite. Nous avons préparé la scène. Entrée en scène. Sauf que cette fois, je n'ai pas suivi le script. Je suis resté sur place. J'ai sorti mon téléphone, j'ai fixé l'écran un moment, puis je l'ai retourné sur le capot de la voiture. La vibration a bourdonné une seconde plus tard. Je ne l'ai pas retourné. Laissez-le vibrer. Laissez-le aller à la messagerie vocale. Ce n'était pas de la colère. Ce n'était pas de la méchanceté. C'était la première fois que mon silence signifiait le non-beau lieu de tout ce que vous voulez. À l'intérieur de la maison, quelque chose a changé. Au début, c'était subtil. Des chaises ont raclé. L'éclairage des fenêtres de devant a baissé comme si quelqu'un ajustait un variateur trop rapidement. Puis, à travers le rideau à moitié tiré, j'ai aperçu mon frère debout, sortant de la salle à manger vers le couloir d'entrée. L'expression de son visage n'était pas de la confusion. C'était de l'irritation. Le genre qui vient quand un plan ne se déroule pas tout à fait comme prévu. Il a vérifié la porte d'entrée, ne l'a pas ouverte, et juste resté là à attendre. Attendant le bruit de mes pas sur le Porsche, la sonnette, le clic de la poignée. Mais rien n'est venu. Je ne lui ai rien donné. De là où je me tenais, je pouvais à nouveau voir le bord de la salle à manger. Des assiettes légèrement avancées. Des verres à vin pleins mais intacts. De petits cartons de placement en papier discrètement placés à chaque place. Mon nom n'était pas visible, mais je savais où il aurait été. Coincé près du bout de la table. Pas au centre, pas là où quelqu'un aurait besoin de m'écouter. Juste assez là pour dire il était là aussi. J'ai regardé ma mère se tourner vers quelqu'un à table. Elle s'est penchée, a parlé avec ce sourire qu'elle réservait toujours à la compagnie. Calculé, lisse. Le genre de sourire qui disait « Nous sommes toujours aux commandes ». Mais ses yeux ne cessaient de se diriger vers le couloir. Puis est venu le signe d'une réelle inquiétude. Mon père s'est levé. Il ne se levait presque jamais à moins que quelque chose ne doive être corrigé. Et ce soir, ce quelque chose, c'était moi. Quelqu'un de nouveau est entré dans le cadre. Un homme que je n'avais jamais vu auparavant. Début de la soixantaine, coupe de cheveux chers. Une mallette délicatement posée à côté de sa chaise. Il a regardé par-dessus son épaule vers le couloir, puis s'est penché vers mon père. Je ne pouvais pas entendre les mots, mais le geste était clair. Où est-il? C'est à ce moment-là que l'énergie a changé. J'ai réalisé quelque chose. Ils ne voulaient pas seulement que je sois là. Ils avaient besoin de moi. Pas pour la connexion, pas pour la famille. Mais pour la paperasse, pour la légitimité. Peut-être pour une signature, peut-être pour le silence, mais certainement pour l'utilité. Et maintenant que je n'entrais pas en scène, la machine avait commencé à bégayer. À l'intérieur, mon frère s'est retourné vers le couloir. Quelqu'un lui a tendu un téléphone. Quelques instants plus tard, le mien a de nouveau vibré sur le capot de la voiture. Je ne l'ai pas touché. L'appel ne venait de personne qui s'en souciait. Il n'y avait pas de chaleur, juste du timing, juste de la pression. Le laisser sonner, c'était comme enfin tracer une ligne dans la pierre. J'ai fait le tour du côté passager de la voiture et je me suis appuyé contre elle, maintenant les bras croisés, regardant les fenêtres comme un homme regardant le dernier acte d'une pièce qu'il avait déjà mémorisée. À l'intérieur, quelqu'un faisait les 100 pas. L'étranger avec la mallette s'est levé, gesticulant doucement. Les mains de mon père sont passées derrière son dos, sa version de l'attention. Ma mère était assise, les mains jointes, les lèvres pincées. Elle ne parlait pas. Elle regardait juste droit devant elle.
Et c'est là que j'ai su que je n'étais pas un fils dans leur plan ce soir. J'étais une condition. J'étais la case à cocher nécessaire pour que l'accord qu'ils avaient aligné ait l'air propre, ait l'air sain, ait l'air complet. Mais j'avais pris ma décision. Ils n'auraient pas la fin qu'ils avaient écrite. Pas de confrontation, pas d'accusation, pas de drame. Juste l'absence, l'immobilité, le refus. L'appel suivant n'est pas venu. Au lieu de cela, les rideaux ont été tirés. Mais je suis resté où j'étais. Parce que c'est à ce moment-là qu'ils ont réalisé que je n'allais pas les sauver. Presque instantanément, l'énergie a changé, comme une troupe de théâtre désorientée lorsque son acteur principal ne se présente jamais. Ils se sont agités. Les lumières à l'intérieur ont vacillé alors que quelqu'un se déplaçait à la hâte dans les pièces. Les rideaux qui avaient été tirés étaient maintenant tirés à moitié ouverts à nouveau, scrutant l'obscurité. Je n'ai pas bougé. Je ne leur ai pas fait la courtoisie de confirmer que j'étais toujours en train de regarder. Mais je l'ai senti. La chaleur derrière les fenêtres avait changé. Plus d'attente. Plus de persuasion. Le prochain mouvement ne serait pas doux. Il est venu 10 minutes plus tard, plus vite que je ne l'attendais. Un texto, court, propre, presque suffisant. Merci de confirmer votre soutien. Juste pour vous informer que nous allons procéder au dépôt lundi. Il n'y avait pas de nom attaché, mais je savais qui l'avait envoyé. La partie extérieure, l'homme à la mallette, celui qui avait à peine regardé le verre de vin, qui n'avait aucun intérêt pour la nourriture ou la dynamique familiale. Il était là pour une seule raison, et cette raison avait mon nom écrit dessus. Mais je n'avais rien accepté, et c'était le but. Ils ont décidé de procéder comme si je l'avais fait. Le message n'était pas seulement informatif. Il était stratégique. C'était planter des preuves. Si je contestais plus tard, ils agiteraient ce message comme un bon de permission signé. À l'intérieur, quelqu'un était déjà au téléphone. J'ai vu ma sœur aînée faire les 100 pas près du mur du fond, la voix basse, les mains coupant l'air en gestes courts et agacés. Elle n'était pas la pacificatrice ce soir. Elle était la réparatrice. Et elle réparait quelque chose rapidement. J'ai réalisé alors que ce n'était pas une question de mes sentiments. Ce n'était pas personnel. C'était des affaires. Et j'étais devenu un passif. Je n'étais pas censé avoir des pensées ou des limites. J'étais censé hocher la tête, me présenter, prêter mon nom au récit comme je l'avais fait silencieusement pendant des années. Il ne s'était pas préparé à la résistance. Alors maintenant, il s'adaptait par la force, par la fabrication, en utilisant la seule chose dont il ne s'était jamais soucié quand j'étais plus jeune, mon nom. Un autre message est arrivé, cette fois de l'assistante de mon père. Même ton professionnel. Juste pour confirmer que vous serez sur Zoom pour le résumé des investisseurs de mardi. Investisseurs. Voilà. L'image complète. Ce dîner n'était pas pour la réconciliation. C'était pour la présentation. Ma présence faisait partie de l'image de marque, du récit. Regardez, toute la famille est alignée. Même le silencieux est rentré à la maison. Et maintenant que je n'avais pas franchi la porte, il me faisait entrer quand même, numériquement, fictivement, à la manière d'une trace écrite. Si j'attendais plus longtemps, la version qu'il fabriquait se cimenterait. Pas seulement dans la perception, mais dans les dossiers, les procès-verbaux, les archives. Ils essayaient de m'enterrer dans leur histoire avant que je ne puisse écrire la mienne. C'est là que le plan auquel je m'étais accroché s'est fissuré. J'avais voulu rester silencieux, stratégique, détaché. Mais le silence maintenant n'était pas de la force. C'était du consentement. J'ai sorti mon téléphone et j'ai ouvert mon dossier de documents cryptés. Il y a des années, j'avais gardé chaque version de chaque accord familial caché dans des coins numériques qu'ils ne connaissaient pas. Des originaux, notariés, certains avec de vieilles chaînes de mai jointes, horodatées, datées, certains montrant même comment mon nom avait été inséré dans des choses que je n'avais pas vues depuis 2012. J'ai passé un appel, pas à eux, mais à mon avocat. Heure tardive, oui, mais ce n'était pas une visite sociale. J'ai transmis 2 documents et laissé un message d'une ligne. Préparer une déclaration formelle de non-implication et d'intention de contester l'utilisation non autorisée du nom ou de l'image. Pas de drame, pas de rage, juste la paperasse, comme il m'avait appris. À l'intérieur, ça n'a pas pris longtemps. L'énergie a de nouveau pulsé vers l'extérieur comme un frisson. Du coin de l'œil, j'ai vu mon frère se diriger vers le bureau. Il était au téléphone.
L'homme à la mallette l'a suivi, la mâchoire crispée, les yeux plissés. Puis, juste comme ça, quelqu'un a fait irruption dans la salle à manger. Une voix, vive, claire, trop forte, a traversé le verre. Qui lui a dit qu'il avait le pouvoir de signer? Puis des chaises ont bougé. Quelqu'un d'autre a crié. Ma sœur a claqué sa main à plat sur la table. Ils ne faisaient plus semblant. Je savais qu'ils espéraient faire passer ça ce soir. Me faire entrer. M'asseoir. Sourire pour quelques photos. Me faire signer quelque chose de non contraignant qui, plus tard, deviendrait très contraignant. Mais je venais de rendre cela impossible. Et la beauté de la chose, c'est qu'ils ne savaient même pas encore ce que j'avais fait. Seulement que quelque chose avait changé. Le pouvoir avait quitté la pièce. Je les ai regardés s'agiter. Personne n'avait l'air calme maintenant. La scène organisée s'était brisée. Ils avaient construit tout ça en pariant que je ne me lèverais pas. Mais me voilà, ne criant pas, ne défonçant pas la porte, juste immobile, présent, non acheté. Ils pensaient me mettre à l'écart, mais je venais de fermer la porte dont ils avaient besoin. Puis le bruit a commencé. À l'intérieur de la maison, ce n'était plus un dîner. C'était un champ de bataille. Les téléphones ont sonné en succession rapide. Des tiroirs se sont ouverts et ont claqué. Les voix se sont superposées en rafales saccadées et paniquées. Je n'avais pas besoin d'entendre chaque mot pour connaître le ton. Ils perdaient le contrôle et ils le savaient. La lumière du porche s'est allumée. La porte d'entrée a grincé un instant plus tard et ma sœur est sortie. Ses yeux ont balayé la rue comme si elle s'attendait à ce que je sois accroupi derrière un buisson. Ou peut-être que j'attendais au portail avec un discours dramatique. Je suis resté où j'étais, appuyé nonchalamment contre la voiture de location, les bras croisés, ne me cachant pas, mais ne m'approchant pas non plus. Elle m'a repéré. Pas de signe de la main, pas de sourire, juste un signe de tête. Mesuré. Un signal. Le genre que nous utilisions quand nous étions plus jeunes, échangeant des secrets à huis clos. Mais ce n'était pas ça. Un instant plus tard, mon téléphone a vibré. Je l'ai laissé sonner à moitié avant de décrocher. Et, a-t-elle dit, sa voix plus stable que je ne l'attendais. Peux-tu entrer juste un instant? Papa veut. Je n'ai pas répondu. Je sais que c'est compliqué, a-t-elle continué. Mais on essaie de régler ça, d'accord? On doit conclure ce soir. Ça doit se faire maintenant. On ne pensait pas que tu rendrais les choses si difficiles. Ça m'a fait sourire. Pas gentiment. Elle a hésité. Tu n'as rien à faire. Juste montrer ton visage. Rassurer les autres. Tu n'as pas à parler. Ils veulent juste voir la famille réunie. S'il te plaît. Culpabilité. Pas direct. Mais là. Je suis resté silencieux, laissant juste sa voix remplir l'espace. Puis elle a ajouté, tu sais comment ça va paraître si tu n'aides pas. Pour toi, pour nous tous. Voilà. La menace derrière la supplication. Pourtant, je n'ai pas répondu, et après une longue pause, elle a raccroché. J'ai fixé l'écran un moment, puis je l'ai éteint complètement. Ils pensaient que j'étais silencieux avant. Maintenant, j'étais intentionnel. La dernière carte qu'ils avaient à jouer était l'émotion, l'urgence enveloppée de familiarité. Ils voulaient m'attirer sans me traîner, me rendre complice sans me faire parler. Mais ça ne marcherait plus. J'ai ouvert le dossier que j'avais préparé sur mon téléphone. Il y avait un message déjà en file d'attente. Pas long, pas dramatique, juste factuel. J'ai appuyé sur envoyer. Il est allé directement à l'avocat de la partie extérieure. Aucun consentement donné, aucune participation autorisée. Toute utilisation de mon nom, de mon image ou de ma signature en rapport avec la réunion de ce soir est illégale. Une mise en demeure formelle suivra. Moins d'une minute plus tard, j'ai vu l'onde de choc. De la fenêtre, l'homme en costume, le type à la mallette, a sorti son téléphone, a lu quelque chose, s'est figé, puis s'est tourné vers mon père. Même à travers la vitre, je pouvais lire le mouvement de sa mâchoire. Un de ces serrements de dents que les gens font quand l'affaire vient de tomber à l'eau et que personne ne sait comment la réparer sans paraître faible. Mon père a fait un geste vers la porte, rapide et impatient, mais personne n'a bougé. La tempête s'était maintenant tournée vers l'intérieur, et je n'avais pas besoin d'être à l'intérieur pour entendre le tonnerre.
J'ai fait un pas de plus vers la finalité. J'ai ouvert le document sécurisé signé il y a des années, une vieille clause qu'il pensait probablement que j'avais oubliée, me retirant entièrement de tout futur droit de vote dans les opérations commerciales de la famille, à moins d'être réactivé par consentement écrit. Je l'ai capturé en écran, je l'ai envoyé à mon avocat, je l'ai marqué en vigueur, immédiat, permanent. C'était tout. Pas de discours, pas de confrontation dans le couloir, juste une frappe de touche. Et tout ce qu'ils ont essayé de construire ce soir, ce théâtre d'unité, ce dîner de réconciliation organisé, s'est effondré. Il ne s'agissait pas de colère. Plus maintenant. Il s'agissait de limites. Et ils avaient ignoré les miennes assez longtemps. 10 minutes se sont écoulées. Plus d'appels, plus de textos, juste la lueur de la maison. Maintenant plus faible, maintenant plus silencieuse, comme si elle s'était enfin souvenue de ce que la vérité ressent. J'aurais pu rester là plus longtemps, attendre que quelqu'un sorte, peut-être tenter une dernière supplication. Mais je n'en avais pas besoin. J'avais fait ce que j'étais venu faire. Pas pour eux, mais pour moi. En retournant à ma voiture, je savais que la nuit ne se terminait pas. Elle s'installait avant de conduire. Ne pensant pas, ne planifiant pas, laissant juste le poids de la nuit me traverser comme une vieille douleur. La maison derrière moi était de nouveau silencieuse, éclairée seulement par la lumière du porche et la fierté. Quelle que soit la tempête qui tournait encore là-dedans, elle ne m'appartenait plus. Au moment où j'ai quitté l'allée, le quartier était endormi. Les rues étaient vides. Pas de phare, pas de mouvement, juste ce bleu pâle du petit matin commençant à toucher l'horizon. Quelque part entre la nuit et le jour, le silence devient son propre son. Un bourdonnement doux, familier, final. Je ne me sentais pas triomphant. Je n'étais pas en colère non plus. Je me sentais juste fini. Au prochain feu rouge, j'ai jeté un coup d'œil dans le rétroviseur, non pas pour vérifier mon visage, mais juste pour me rappeler que j'étais toujours là, toujours entier. Il n'y a pas eu d'appel de leur part ce matin-là. Pas de texto, pas d'explication ou d'excuse. Je n'en attendais pas. Et c'est exactement pour ça que j'allais bien. Parfois, ce qui fait le plus mal, ce n'est pas ce que les gens font. C'est ce qu'ils n'admettent jamais. Et après toutes ces années, j'avais cessé d'espérer une admission. Au lieu de cela, j'ai eu une confirmation. Silencieuse, efficace, légale. L'accord qu'ils ont essayé de conclure cette nuit-là sans moi était mort-né. La partie extérieure s'était retirée officiellement, irrévocablement. Mon avocat a transmis l'email. Aucun commentaire nécessaire. Leur tentative de me contourner avait échoué dans un langage qu'ils ont finalement compris, les conséquences. J'ai fait du café. Je n'ai pas bu. Je me suis assis à la petite table de cuisine de mon appartement en location avec ses chaises dépareillées et sa lumière vacillante au plafond. De l'autre côté de la rue, un chien a aboyé une fois. Puis le silence est revenu. Je n'avais pas dormi, mais mon corps s'en fichait. L'adrénaline a une étrange façon de s'étirer lorsque plus rien ne reste à combattre. J'ai de nouveau pris mon téléphone, non pas pour vérifier les messages, mais pour faire défiler jusqu'à une photo. C'était une photo d'il y a des années, un anniversaire, peut-être. Le dernier où tout le monde s'était présenté en faisant semblant de s'en soucier. Dans le coin, à peine visible, se trouvait la vieille gouvernante, Maria. Elle ne regardait pas l'appareil photo. Elle ne le faisait jamais. Mais je me souvenais de son visage cette nuit-là. La façon dont ses yeux s'étaient attardés sur les miens alors que j'étais sur le point de partir tôt. Elle n'a rien dit à voix haute, juste un murmure alors que je passais. Fais attention à ce pourquoi ils ont besoin de toi. À l'époque, j'ai pensé que c'était de la peur. Peut-être de la pitié. Maintenant, je sais que c'était autre chose. C'était de l'intégrité. Le seul avertissement qui ne venait pas avec un prix. Elle avait vu plus derrière ces murs que n'importe lequel d'entre nous ne voulait l'admettre, et elle n'a jamais eu besoin de parler en phrases complètes pour dire quelque chose de vrai. J'ai verrouillé mon téléphone et j'ai regardé la lumière du matin s'étirer à travers les stores. Pendant si longtemps, j'avais mesuré ma valeur à la discrétion avec laquelle je pouvais rester en arrière-plan. Je pensais que si je ne poussais pas, ne discutais pas, n'embarrassais personne, je pourrais encore appartenir. Que le silence pourrait me faire une place. Mais le silence n'est pas le respect. C'est un délai. Et j'ai attendu assez longtemps. Il ne m'avait rien pris, pas de manière permanente. Ce que j'avais abandonné, c'était à moi de le reprendre.
Pas d'eux, de moi-même. Je n'avais pas besoin de leur invitation pour me sentir entier. Je n'avais pas besoin de leur accord pour avancer. Je pouvais nommer qui j'étais sans que leur nom soit attaché au mien. Et quand je l'ai fait, le nom n'était pas amer. Il n'était pas brisé. Il était le mien. Le mot famille signifie différentes choses à différents moments. Parfois, c'est du réconfort. Parfois, c'est du camouflage. Parfois, c'est un rappel de qui vous ne serez plus jamais. Dans mon cas, c'était une leçon de limite. Et cette leçon est restée plus profondément que n'importe quelle réconciliation ne pourrait le faire. Je n'ai pas quitté cette nuit-là en espérant qu'il me poursuivrait. Je suis parti en sachant qu'il ne le ferait pas. Et c'était le but. Il y a de la force à lâcher prise, même quand ça ne ressemble pas à une victoire. La paix ne vient pas en ayant le dernier mot. Elle vient en sachant que vous ne devez à personne une dernière ligne. Alors, je n'ai pas envoyé de message. Je n'en ai pas vérifié non plus. J'ai ouvert la fenêtre, j'ai laissé l'air traverser la pièce. J'ai versé le café froid dans l'évier et j'ai respiré. Pas profondément, pas de façon spectaculaire, juste assez pour me rappeler que le pire était passé. Je suis parti en voiture en sachant que je n'avais pas perdu ma famille cette nuit-là. J'avais enfin arrêté de perdre. Internacional del... ¿Qué hay en Halloween aparte Digo, ¿qué hay en octubre aparte de Halloween? Pregunta Siria. Mira, mira, siguen. ¡Ah! Me cago piñas. No me vas a matar. Vale, tengo llave, DC God. ¡Ah! Responde a cosas. Responde. ¡Ay! Tengo el inventario lleno. Pollo. Papas. Coso. Otro coso. ¿Ya está? ¿Ya está? Todo por una papa, no me jodas. Todo por una papa, maldita caja. ¿Y esta? Esta sacó más cosas, yo agarro desesperado. Me están cagando a piñas. Vale. ¿Qué era de alguien esto? Vale, tengo el inventario lleno. Me voy a ir a la base. ¡Oh! ¡Easy! ¿Easy? Gracias, Easy. Easy me está dando cositas. Poción de velocidad. ¿Pero no lo querés, Easy? Vale, ¿estás segura? Esto está god. Esto está god, esto. Voy a ir a la base un segundo. Home. Dice, tengo un bloque de protección, Ita. Tengo un bloque de protección, Ita. Yo te lo di, de Blacky. Sí lo tenés en tu casa. Genial, es el mío, dice. Ah, si lo tenés es porque es de... Yo se lo di a Rivan. Devolvéselo si no. Tengo todo lleno, dice. Vale, amigos, si alguien se quede que ya voy. Ya voy, así vamos, nos vamos tornando. Vale, a ver, guardo esto. Es que es una banda de porquerías. Es una banda. Vale, voy. TP y sí. Voy, let's go. Listo, acá llegué. Vale. Bueno, ahora sí, andá si querés, Javito. Acá hay un montón de gente en la cueva. Bueno, Ricolino, voy a leer el chat. Y Salvaster. Le suspendieron... No me jodas, Marquitos. Le suspendieron la cuenta hasta que incluyan algo más bajo que hierro, me dice. Para dónde poder ubicarlo. Qué asco. Qué asco, qué asco. Bien, ¿dónde abrimos? Ay, que no sé dónde está. Había una red zarpada que tenía manzanas doradas, amigo. Había una caja que estaba muy buena, un cofre. Pero no sé dónde está. No sé dónde estamos ni siquiera. No tengo ni idea. Vale, yo lo voy siguiendo. Yo lo sigo porque no sé a dónde ir. Vale, igual me voy saqueando a poco. Me llevo todas las luces. Este tiene diamante. A ver. Vale, abrilo si quieres. Yo quiero ver qué sale. Vale, ¿nos arriesgamos? Y sí, anda a encontrar el otro ahora. No sé dónde está. No tengo ni idea. Yo había dejado un rastro, pero el rastro se fue a la cresta. Vale. ¿Y salió algo? No salió un carajo. Vale. No sé qué está pasando. Dice, mejor tomen cada uno. Ir para acá, arriba el otro. Caída de pluma uno. Vale, repártanselo entre ustedes, porque deben ser dos cosas. Yo me agarro esta porquería. La basura que tiro Easy, yo la agarré. Yo la agarré desesperado. Vale. A ver. Dice, no, Marquito, no me jodas. No me jodas que estoy platino 3, Estoy firme, estoy cerca, Marquitos. Yo pienso que si juego 3 años más... Ya. No, yo pienso que si juego un poco más, llego a Esmeralda. Necesito full concentration. No hay chance de que pierda, Marquitos. Voy a llegar con todo. Mira, yo me robo hasta la piedra, todo desesperado. ¡Desesperado! Vale. No funcionó, solo uno por persona. Vale. Sí, no sé cómo... ¿Y esto? ¡Para arriba! ¡Acá hay un cofre! ¡Acá hay un cofre! ¡Acá hay un cofre! Y acá hay algo raro. ¿Qué es esto? Qué extraño.
Voy a hacer... Qué raro todo esto. Para poco. ¡Ay, no me jodas! ¡Deja de tirarme flechas! ¡Me estás rompiendo la armadura! Quédate quieto, arriba, no me jodas. Vale. Yo sentía que algo me pegaba, amigo. Yo no sabía qué era. Me acabo de percatar que me están cagando a piñas. No, dale, Rivan, para un poco. Amigo, me va a matar. Quédate quieto. Vale. A ver, necesito buscar alguna zona que haya algo. Amigos, no hay nada, no hay nada. Me cagué todo. Vale, gracias. Pero acá no hay nada. Acá no creo que haya algo. Dice... Mi cumpleaños. Rivan, ¿vos cumplís en octubre? No me jodas. Voy a adivinar. Cumplís el 17 de octubre. ¡Para poco, Javito! ¿Quién fue? Pero me van a romper la armadura. No me jodas. No me jodas y me van a matar. Ya no tengo casi armadura. O sea, pierdo la armadura esta de diamante y no tengo más armaduras, amigos. Tengo que armarme una de crota. Vale. Yo no fui, me dice... No sé qué pensar ya. Vale. A ver. Bueno, voy a tener que buscar otra zona. Hay que buscar otra zona, amigos. Hay que seguir revisando la ciudad. Let's go. Let's go. Hay que seguir. Esto está rarísimo, pero yo me llevo todo. Dice... Salieron los slime. ¿De dónde? Ayuda, dice Boy de Blacky. ¡Ay, te acabo